Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le Conseil fédéral dévoile son plan. Un agenda est défini en vue d'appliquer la volonté des Suisses sur l'immigration, tout en négociant avec l'Union européenne. Didier Burkhalter confirme les risques qui pèsent sur la recherche, mais aussi sur les accords Schengen. Le président de la Confédération est l'invité du 19-30. Il plaide pour l'approche pragmatique avec Bruxelles. Il revient aussi sur le coup de chapeau suisse roman d'hier. Et il commente sévèrement la petite phrase de Christophe Blocher qui fait couler beaucoup d'encre ce mercredi. Christophe Blocher, en effet, provoque un tollé. Il déclare que les romans ont une conscience nationale plus faible. Beaucoup de réactions, on le verra, sur le sujet, alors que le Röstigraben marque la votation. Et puis dans une actualité plus légère, la boulimie des séries House of Cards, Revenge, Homeland provoque des frénésies. Une part grandissante du public avale des saisons entières sans attendre la diffusion TV sur DVD ou téléphone portable. L'événement politique, c'est bien sûr la première séance du Conseil fédéral depuis le vote de dimanche. Le gouvernement présente son plan, beaucoup de travail en perspective pour appliquer la décision populaire tout en négociant avec l'Union européenne. Emmanuel Jacquet. Un temps au beau fixe, mais le Conseil fédéral nage encore en plein brouillard. Comment peut-il faire respecter le choix populaire de dimanche tout en préservant les acquis de la Suisse? L'issue est plus qu'incertaine. Ce que le Conseil fédéral ne peut pas faire, c'est qu'il ne peut absolument pas promettre un résultat positif. Il va faire tout ce qu'il peut pour avoir le meilleur résultat possible. Mais à l'heure actuelle, il n'est pas possible de faire de promesses, ce ne serait pas sérieux. Car l'initiative contre l'immigration massive doit entrer en vigueur d'ici 3 ans. Un délai court en politique. Voici donc le plan d'action du Conseil fédéral. D'abord, l'étape législative. Comment appliquer ce système de contingent? Didier Burkhalter promet les premiers contours fin juin, le projet de loi d'ici la fin de l'année. Ensuite, la survie ou non de l'accord sur la libre circulation. Peut-il être révisé? Peut-on éviter de le résilier? Enfin, les conséquences du vote sur les relations avec l'Union européenne. Qu'adviendra-t-il des accords Schengen-Dublin ou des accords à renouveler, comme sur la recherche? À ce stade, des questions sans réponse qui nécessitent avant tout... Je dirais que c'est la cohésion, le calme et la lucidité. Donner à la Suisse une nouvelle direction à suivre, le Conseil fédéral n'est qu'au début d'un long processus. Le président de la Confédération est l'invité du 19-30. Il table sur les liens de confiance qu'il a pu tisser en Europe. Laurent Fabius, dans son journal, parlait de son amitié pour lui. Angela Merkel sera son interlocutrice mardi à Berlin. Le dialogue avec la Commission européenne peut se révéler plus ardu. José Manuel Barroso a des mots durs aujourd'hui sur ce que les Suisses pourraient perdre en termes d'accès au travail dans l'Union. La recherche est également touchée. Première question à Didier Burkhalter. La menace se vérifie-t-elle dans ce domaine ? Alors, je dois le dire clairement, on ne peut pas promettre de résultats favorables aujourd'hui. Le Conseil fédéral se bat, mais il y a des risques. Ça, ce n'est pas nouveau, c'était connu avant la votation. Dès le moment où on veut mettre en cause l'une des grandes libertés qui permettent l'accès au marché européen, alors il y a un risque. Et clairement, il y a un risque, par exemple, sur l'accord sur la recherche qui est actuellement en phase de renouvellement. Schengen-Dublin, contrôle des frontières, est-ce que là aussi, des choses peuvent changer ? Schengen-Dublin n'est pas lié juridiquement au bilatéral 1 et à l'accord sur la libre circulation des personnes. En revanche, sur le fond, il y a évidemment un lien parce que le Schengen-Dublin prévoit des situations différentes selon que les citoyens sont en situation de libre circulation ou pas. Et donc, le lien matériel existant, il peut y avoir en effet une conséquence aussi. Vous dites, juridiquement, on sent bien ça depuis lundi, il y a l'aspect strictement juridique et il y a un aspect peut-être plus passionnel. Un commissaire européen nous répondait encore en début de semaine, les Suisses ont voté, leur gouvernement a qu'à se débrouiller. Il y a une part d'irritation à Bruxelles, une part d'énervement. Oui, depuis quelques jours, il y a beaucoup de déclarations, je dirais, sous le coup de l'émotion. Le Conseil fédéral souhaite véritablement montrer l'inverse. Il souhaite montrer une forte cohésion et un fort calme et une forte lucidité. C'est avec cela qu'on réussira à trouver la meilleure solution. Mais encore une fois, la situation n'est pas facile, elle n'est pas surprenante parce qu'il fallait s'attendre à cette difficulté. Mais maintenant, on va tout faire pour que les choses s'améliorent et que l'on oublie les phrases de trop. Monsieur le Président, beaucoup disent on a sous-estimé le mécontentement des Suisses, pas forcément sur la libre circulation seulement, mais tout ce qui a pu jouer, le contrôle des étrangers, de l'immigration, l'insécurité. Est-ce qu'il y a un mea culpa à faire ?
Moi, je pense qu'on doit dire qu'en effet, on n'a pas sous-estimé, mais qu'on a vraisemblablement pensé que les mesures prises étaient suffisantes, ou en tout cas qu'elles étaient perçues comme suffisantes. Et visiblement, ce n'était pas le cas. Donc, on doit en faire une sorte de mea culpa. En même temps, c'est aussi le résultat de 20 ans de remise en cause assez systématique de tout ce que l'on fait ou essaye de faire avec l'Union européenne. Et puis, à un moment donné, c'était peut-être un peu la situation de trop. Hier, séquence assez extraordinaire, hein, où vous sortez un instant de votre flegme habituel. Vous avez vu qu'elle a tourné sur les réseaux sociaux, qu'elle a été abondamment commentée. Vous vous êtes énervé à cet instant-là? Mais je ne me suis pas énervé, j'étais même assez souriant. Vous avez plaisanté? Mais je trouve franchement que l'on doit respecter aussi la Suisse romande. La Suisse romande a voté très clairement, et tous les cantons romands ont dit clairement qu'ils ne souhaitaient pas ce changement. Et une fois de plus, toute la Suisse romande, c'est pas la première fois, devra faire avec. Et nous ferons avec, et nous sommes motivés, et nous sommes, je pense à des régions comme Genève, la ville de Genève, 45% d'étrangers sauf erreur. Elle a voté très nettement contre l'initiative. La région vaudoise est très dynamique, mais là aussi des problèmes. La région du haut de Neuchâtel a aussi la question des frontaliers. Et malgré tout, ces cantons ont voté très clairement pour l'ouverture, pour le dynamisme et la prospérité du pays avec les accords de libre circulation des personnes avec l'Union européenne. Maintenant, c'est un peu une remise en cause. On fera avec, mais il faut respecter la culture, les positions, la langue, les différences. Et il n'y a pas des Suisses meilleurs ou moins bons parce qu'ils ont une différence de ce type-là. On vient d'évoquer la différence alémanique-roman. Le thème est réactivé par la déclaration de Christoph Blocher à la Basler Zeitung. La figure historique de l'UDC évoque une conscience de la Suisse plus faible chez les Romans. Alain Remoté. Dans le hall du Palais fédéral, 4 soldats incarnent les régions linguistiques du pays. Mais se pourrait-il que le roman soit moins patriote que les autres ? Une petite phrase parue dans la Basler Zeitung sème aujourd'hui le trouble. Dans une interview de Christoph Blocher sur le vote de dimanche, à la question « Pourquoi les Romans ont-ils voté autrement ?», il répond « Les Romans ont toujours eu une conscience plus faible de la Suisse. » Choquant. Tout à fait agaçant. C'est pas la première bêtise de la bouche de M. Blocher. Car ici, dans le temple confédéral, ce genre de propos ne passe pas. C'est typiquement une pensée qui dit « si on n'a pas la même idée que moi, si on ne pense pas comme moi, on n'est pas un Suisse ». C'est vraiment un scandale de créer des Suisses à deux vitesses. Écoutez, pour moi, M. Blocher a toujours été donneur de leçons. Il a toujours peu manifesté d'empathie sur les opinions différentes des siennes. Donc je pense qu'il ne faut pas non plus lui donner plus d'importance qu'il n'en a. Mais à distance, l'ancien vice-président de l'UDC voit les choses différemment. Je pense que sur le fond, l'identité suisse n'est pas vécue de la même manière en Suisse alémanique qu'en Suisse romande. Au fond, Christoph Blocher ne comprend pas forcément que les Romans ont une autre attache à l'indépendance. On a tout aussi soif d'indépendance que les Suisses alémaniques. Simplement, l'indépendance que nous vivons, nous ne la sentons pas menacée comme peut-être les Suisses alémaniques le perçoivent vis-à-vis de l'Allemagne. Clairement, pour vous, ce n'est pas du mépris? Non, en aucun cas. C'est une vision différente d'un même État qui est celui d'être citoyen suisse. Tous pour un pour tous. La devise, décidément, n'est pas toujours facile à vivre. La déclaration de Christoph Blocher, elle fait beaucoup réagir déjà. Il dit « Les Romans ont toujours eu une conscience nationale plus faible ». Quelle réaction ça appelle ? Mais ça, c'est précisément un manque de responsabilité face à l'importance de la cohésion du pays. Je dois dire que pour moi, dans tout l'engagement politique, je trouve que le plus important, c'est toujours le respect et une sorte de dignité aussi dans l'appréhension des autres. Il faut respecter les différences et imaginer que quelqu'un qui n'est pas de son avis est moins suisse, c'est quelque chose que j'arrive même pas vraiment à comprendre. J'ai l'impression que le journal en question a dû faire des fautes de frappe quand je vois ça. Un mot sur les médailles d'or suisses, c'est la bonne nouvelle de la journée. Dominique Guizine, médaille d'or, Lara Gut, médaille de bronze. Elles sont dans ce journal. Votre message ? Moi, je suis très heureux de ces médailles. J'ai l'impression qu'il y a ces temps pour la Suisse autant de médailles que de conférences de presse sur l'avenir de l'Europe. Mais ce que je constate surtout, c'est que nos sportifs sont vraiment merveilleux. J'ai eu l'occasion de rencontrer quelques-uns et ils font vraiment plaisir. C'est une
élite du pays, une élite pour la jeunesse, et une élite qui montre la voie et qui nous enthousiasme. C'est un grand bonheur. Voilà, l'entretien intégral avec Didier Burkhalter sur rtsinfo.ch, sur notre site aussi, la version courte d'Infrarouge, et signe de l'importance du débat sur le sujet. Les très nombreux commentaires reçus, 500 hier au soir. Aujourd'hui, ça n'est pas seulement le Conseil fédéral qui se fait entendre, la classe politique réagit tous azimuts. Linda Bourget. Oui, je l'avoue, nous nous sommes trompés. J'étais effectivement confiant. Un ministre de l'économie pris au dépourvu par le vote du peuple, comme le reste du monde politique. Alors depuis dimanche, les élus rivalisent d'imagination pour trouver le moyen de mettre en place la nouvelle politique migratoire voulue par les Suisses, à coup d'idées plus ou moins créatives, faute de plan d'action. Le président du Parti socialiste, par exemple, publie ce matin une liste de 10 mesures extrêmes à prendre en réponse au vote. Une provocation pour lancer le débat. Christian Levrat propose par exemple de supprimer les permis de courte durée pour les employés agricoles. Il ne s'agit évidemment pas de punir les paysans, mais il s'agit de mettre en évidence certaines incohérences. L'Union turgovienne des paysans, canton maraîcher, recommandait d'accepter cette initiative. Il est permis de leur poser la question de savoir où ils trouveront leurs salariés à l'avenir. D'autres envisagent carrément une nouvelle votation. Les partis qui ont combattu l'initiative doivent lancer une initiative politique pour maintenir la libre circulation comme principe et répondre aux préoccupations des Suisses. Dans cette cacophonie de provocations et de propositions, le PLR n'est pas en reste. Le président du parti, Philippe Muller, propose tout simplement d'envoyer Christophe Blocher à Bruxelles pour négocier le changement de système. Fatih Derder, lui, réclame une application différenciée de l'initiative. Les cantons qui veulent de l'immigration, donnons-leur un plafond de quotas maximum. Ceux qui nous ont dit, comme le Tessin, nous ne voulons plus d'immigration, fermons les frontières et laissons-les se débrouiller. Son collègue Andrea Caroni balaye l'idée. Il préférerait vendre les permis de travail aux employeurs les plus offrants. Il pourrait offrir une somme, et ceux qui offrent la somme la plus haute, normalement, sont ceux qui cherchent des employés avec une valeur ajoutée maximale. Autant de ballons d'essai lancés vers le ciel, en attendant les vraies solutions qui se mijoteront ces prochains mois sous la coupole. Les effets possibles du refroidissement avec l'Union européenne, Didier Burkhalter évoquait la recherche ou Schengen. La Commission européenne a aussi décidé de suspendre les négociations sur l'électricité, enjeu d'importance. Pierre-Olivier Vollet, Aurore Chéry, Simon Pittet. L'Union européenne tire la prise des négociations sur l'électricité. Pour les représentants des 400 producteurs suisses du secteur, l'inquiétude domine. Des effets pourraient rapidement se faire sentir en Suisse. Elle n'aura pas accès au marché européen qui va se grouper maintenant d'ici à peu près 1 année, 2 ans. Et puis la Suisse sera considérée et puis traitée finalement comme un pays tiers. L'accord désormais gelé, 7 ans de négociations stoppées net. Son objectif était d'intégrer la Suisse au marché européen et d'uniformiser les règles du jeu. Sans cet accord, c'est la porte ouverte à la multiplication des tractations avec chacun de nos voisins. Reste une question aujourd'hui pour les consommateurs, quel impact sur leur facture d'électricité ? C'est très difficile à les quantifier. Et depuis aujourd'hui, on peut constater que probablement, vu toutes les procédures, toutes les exportations et importations seront un peu plus compliquées et plus complexes, que les coûts vont monter, mais exactement on ne peut rien dire. Une incertitude de plus. Mais dans ces négociations à venir, la Suisse peut faire valoir de beaux atouts, à l'image de sa place stratégique dans le réseau européen, sans oublier sa capacité de stockage d'énergie offerte par ses nombreux barrages. La Grande-Bretagne, affectée par des tempêtes successives, la météo en annonce une autre, des milliers d'habitants sont évacués. La gestion de la crise est critiquée. Gaspard Kuhn. C'est une évidence en Grande-Bretagne, on a l'habitude de la pluie. Mais en 250 ans, il n'était jamais tombé autant d'eau qu'en ce début 2014. Les habitants de Mucholney, dans le sud-ouest de l'Angleterre, n'en reviennent toujours pas. On n'avait jamais vu ça. Alors quand on est arrivé, ce fut un choc. Les rues de ce village sont inondées depuis des semaines. Alors chez les habitants, le ras-le-bol prend le dessus. L'Agence pour l'environnement a prouvé qu'elle ne servait à rien. Je crois qu'il faut la supprimer. Le gouvernement est accusé d'avoir sabré ces dernières années dans le budget de lutte contre les inondations. Face à la colère qui gronde, David Cameron doit multiplier les annonces. L'argent ne joue aucun rôle dans cette situation.
Nous dépenserons autant que nécessaire pour aider les victimes. Le Premier ministre promet de débloquer des centaines de millions de livres sterling, mais la situation est critique. Depuis 2 mois, un courant d'air froid traverse l'Atlantique et provoque des tempêtes à répétition. Sur Internet, la carte dressée par l'Agence pour l'environnement est illisible, les inondations sont trop nombreuses. Elles ont d'abord frappé l'ouest du pays et se rapprochent maintenant de Londres. Les secours travaillent jour et nuit, des sacs de sable pour contenir les flots. Le niveau de la Tamise monte et ça va continuer ces prochains jours à cause des fortes pluies des dernières semaines. Plusieurs lignes de train totalement inondées sont coupées. L'armée a été appelée à la rescousse, mais les experts estiment que le territoire gorgé d'eau restera inondé jusqu'en mai. Et la situation risque encore d'empirer. De nouvelles tempêtes sont attendues dans la soirée. Cette école privée évangélique romande colore leur enseignement de créationnisme. La théorie de l'évolution est enseignée seulement comme une hypothèse. La réalité est connue des autorités vaudoises. La situation pourrait changer avec également une loi révisée sur les écoles privées. Carole Pantet, Vienne Marot. Je sens qu'elle est là, sa douce lueur. Ces images datent de 2011. L'école évangélique du Potier à Oron avait alors ouvert ses portes à temps présent. La directrice ne cachait pas la forte empreinte créationniste apportée à l'intégralité de l'enseignement. Mais est-ce que vous enseignez la théorie de l'évolution, par exemple? Alors non, ça on l'enseigne pas. On l'enseigne pas, c'est-à-dire, oui, on va la présenter une fois ou l'autre dans le cursus scolaire pour dire aux élèves, ça c'est une théorie qui existe, mais c'est vrai que notre enseignement, il est basé sur la Bible qui parle de la création et c'est ça qui va être le fil conducteur tout au long du parcours scolaire. À l'époque, le directeur général de l'enseignement obligatoire vaudois avait visionné ces images. Depuis, aucun contrôle n'a été effectué selon nos informations. Aujourd'hui, le débat est relancé. Le député vaudois Martial de Montmolin a déposé une interpellation pour savoir comment ces écoles privées chrétiennes sont contrôlées. La théorie de l'évolution est absolument centrale dans la biologie, tout tourne autour de ça. Ne pas enseigner la théorie de l'évolution en biologie, c'est comme ne pas enseigner la multiplication en cours de mathématiques. Le département vaudois de la formation a 3 mois pour répondre. Dans l'intervalle, il n'a pas souhaité s'exprimer sur la question. La problématique est romande. Les écoles créationnistes comptent près de 300 élèves. Et à Genève, la chef de l'instruction publique entend réagir. Si on est dans le cadre du cours de sciences, il faut être très clair, c'est la théorie de l'évolution. On ne peut même pas présenter le créationnisme comme une hypothèse parmi d'autres, ça c'est pas possible. Des contrôles vont être effectués. En effet, c'est le plan d'études roman qui définit les connaissances qui doivent être acquises par les élèves. Un plan que les écoles privées sont tenues de respecter pour être reconnues par l'État. Toutes les écoles créationnistes contactées ont refusé de nous ouvrir leurs portes. Pourquoi polémiquer sur l'enseignement de la création, puisque le modèle créationniste est également étayé par des faits scientifiques? Cet argument d'une directrice fribourgeoise promet d'alimenter le débat. Chaque génération a ses séries TV. Il y a eu Dallas ou les Brigades du Tigre. Aujourd'hui, les séries ont changé, mais aussi la manière de les consommer. Plus besoin de rendez-vous à heure fixe. Le téléchargement, le DVD change tout. Une part croissante du public avale des saisons entières de façon boulimique. Christophe Schenk.